des courbes de croissance, des pourcentages, et qui pensent que ça suffit à convaincre l'ensemble de l'auditoire. Or, par opposition, les types sentiment-feeling, eux, préfèrent convaincre avec des histoires, avec des idées, avec faire vibrer l'auditoire, tu vois, justement avec le cœur. Et là, déjà, dès le départ, les deux populations ne se comprennent pas parce qu'ils disent mais c'est évident, 64% de croissance, c'est évident. Eh bien non, c'est pas évident du tout parce que moi je le sens pas, tu vois. Et voilà. Donc on a cette possibilité aussi de malentendu. Et puis la quatrième dimension, sans faire de jeu de mots, c'est la dimension qui a trait à, on va dire, l'organisation ou la relation, on va dire, au monde extérieur et la relation aussi au temps. Alors là, on a d'un côté des personnes qui vont être organisées, planifiées, qui préfèrent en fait ça, mais pas seulement dans le domaine professionnel, hein, qui sont comme ça, qui sont donc câblées comme ça aussi dans leur vie privée, qui font des listes pour tout ce qu'elles font, pour aller faire les courses, pour faire sa valise pour partir en vacances, pour préparer les vacances, pour réserver les billets d'avion, etc. Tu me parles là, tu me parles. Voilà, tu te reconnais. Et bon, bien sûr que dans le travail, naturellement, ça va s'exprimer par des plannings, des deadlines, et de préférence, on veut tenir les deadlines, et si possible, on veut aussi même finir avant le délai pour avoir le temps de réviser sa copie si besoin est. Et alors, à l'inverse, tu as des personnes comme moi, puisque tu t'es révélé, moi je suis dans l'autre camp, dans le camp des dernières minutes. Et là, oui, on travaille à la dernière minute, mais en fait c'est une source de motivation parce que bon, c'est vrai que pour les personnes ordonnées, on a l'air de créer beaucoup de pataquès pour pas grand chose, mais en fait on a cette énergie qui nous vient justement quand on sent qu'on a un délai, en fait, c'est comme un mur et c'est comme un défi à relever. Voilà. Donc en fait, d'un côté, on a des personnes qui ont un mode de vie structuré, planifié, qui justement sont stressées par le changement de dernière minute. Et à l'inverse, il y a des personnes qui adorent en fait ce challenge de dernière minute, qui se sentent motivées et qui pour le reste du temps sont plutôt cool, easy going, flexibles, plutôt à la découverte, plutôt dire ah bah oui, décider c'est à mourir un peu. Alors ah bah oui tiens, si on restait ouvert aux opportunités, aux rencontres, voilà. Donc c'est vrai que là aussi, alors dans la gestion de projet en équipe, tu peux t'imaginer. Ah mais alors je m'imagine très très bien. Oui, en fait, il y a même moi qui fais de la gestion de projet transverse depuis des années, je vois très bien de quoi tu parles. Absolument. Et là, tu vois bien qu'on achoppe très rapidement aussi à des conflits qui peuvent être d'ailleurs délétère pour l'équipe parce que on a connu des équipes, par exemple, plus le délai se rapproche, justement, plus tout le monde entre en effervescence, mais avec différents degrés. Et puis les personnes organisées, plus le délai approche et qu'elles voient leur coéquipier ne pas, on va dire, produire ce qu'elles sont censées produire, vont se stresser et vont verrouiller de plus en plus et ils vont mettre 2 tonnes de délai ou vont mettre. Alors même s'il n'y a pas de relation hiérarchique, tu vois, parce que là je te parle même pas de relation hiérarchique, je te parle de coéquipiers, vraiment de gens qui travaillent ensemble, mais malgré tout. La personne organisée va peut-être justement prendre le leadership du point de vue de délai et va dire mais qui va d'ailleurs tu verras ça souvent dans une équipe, la personne ordonnée va dire bon alors on fait quoi quand on met les milestones, on fixe les calendriers et puis tu vois, donc ils ont l'air de devenir le chef du groupe. Alors voilà, ils sont peut-être pas le chef du groupe, mais en tout cas pour le timing, ils se posent ainsi. Et donc, on a connu des équipes où ce rôle-là devenait de plus en plus oppressant. Et puis, les autres qui sont justement plus flexibles et qui aiment bien travailler au dernier moment,
au dernier moment, pardon, mais qui pour autant ne veulent pas qu'on leur répète 50 fois dans la journée qu'il est temps de le faire, en fait, peuvent se bloquer, tu vois, ils sont mis au pied du mur, et puis ils peuvent même, en fait, envoyer balader le projet en disant, bon, bah, on arrête tout, et on a vu des équipes exploser en vol comme ça, tu vois. Donc, en fait, on s'aperçoit que, alors quand tu rajoutes ensuite la difficulté de la différence, comme je te disais tout à l'heure, tu ajoutes la différence de genre, la différence de culture, et voilà, et la différence de formation professionnelle, tu mixes tout ça et tu peux imaginer que c'est pas un long fleuve tranquille d'avoir une équipe efficiente et productive tout le temps. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait justement dans les formations, dans les team building? Il est vrai qu'on passe quasiment toujours, en fait, dans la plupart des business schools, on va passer par la case personnalité, justement parce que c'est cette diversité de profondeur avec laquelle on peut travailler, que si déjà les gens comprennent comment ils fonctionnent, parce que tu vois, ces dimensions des métiers, c'est vraiment un câblage, si tu veux, du cerveau, et qui, au-delà des cultures, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir un Italien qui est ordonné, combien même c'est pas dans le stéréotype de l'Italien, mais qui va travailler super bien avec un Allemand ordonné, mais tu peux aussi avoir un Allemand qui est dans le dernière minute, parce que nous avons par exemple à l'ESCP Europe, nous avons des Allemands aussi qui sont dans l'entrepreneuriat. Ces entrepreneurs, ils sont pas du tout dans la planification, tu vois, comme le veut le stéréotype allemand. Bref, donc tu peux avoir différentes nationalités qui vont aller au-delà, qui vont pouvoir passer au-delà de leurs différences culturelles, simplement parce que d'un point de vue de gestion du business, elles vont arriver à travailler ensemble. Donc si déjà tu arrives à faire comprendre ça aux gens, c'est déjà un grand pas. Et alors, ensuite, il y a encore d'autres petites astuces qui ne sont pas forcément liées, si tu veux, au profil de personnalité, mais qu'on utilise quand même comme trucs et astuces pour aider une équipe à être plus performante, c'est de poser, si tu veux, les règles d'engagement, ou comment on pourrait dire, team rules, je dis toujours en anglais, mais c'est les règles de travail d'équipe. Les règles de travail d'équipe, exactement. Alors, quand on dit ça, on se dit ouais, bon, on se dit toujours oh non, c'est pas la peine, pourquoi faire ça, allez, et on se jette, tu vois, en fait, dans le projet. Et on se dit, oui, ça va le faire, on va se débrouiller. Et puis on sous-estime, en fait. On sous-estime cette part de conflit latent qui, à un moment ou à un autre, va nous exploser au nez, puisqu'on va avoir des différences sur... voilà. Et alors, donc, on peut se baser sur le MBTI simplement pour déjà faire la fondation, si tu veux, des règles de travail, en disant bon, moi tu vois, tu peux déjà aussi le dire de manière sereine. Une fois que les gens ont fait cet exercice ensemble, de découvrir leur profil de personnalité, tu es plus sereine de dire écoute, tu sais, moi vraiment j'ai besoin d'avoir des deadlines, j'ai besoin qu'on ait des deadlines et qu'on les respecte, tu vois. Et puis c'est important pour moi, et j'ai besoin que un jour avant, ou peu importe, X jours avant, j'ai besoin de savoir que toi, Véronique, tu vas, you're going to deliver. Et moi, après, si je veux travailler avec toi, je te respecte, je vais dire, ok, d'accord, moi je vais faire un effort, je vais prendre sur moi, et puis, ou alors tu me mets des faux délais, ou enfin, on passe un deal, quoi, tu vois, de sorte que, voilà, ça a l'air tout bête, mais de l'exprimer, de mettre à plat les choses et de se les dire, ça change déjà la vie, tu vois. Et parce que souvent c'est des conflits latents après, tu vois. Et souvent on a vite fait de dire mais celui-là il est incompétent, celle-ci incapable, parce qu'on projette bien sûr sur les autres nos préférences et on oublie que les autres fonctionnent pas comme nous, tu vois. Exactement. Mais c'est vrai que ce sont des petites astuces très utiles. Enfin, moi, je sais que je l'applique beaucoup parce que je travaille en transverse, comme je te disais tout à l'heure. Et après, c'est même des automatismes parce que je sais que telle personne, comme tu dis, alors les délais, c'est toujours un truc. Donc, sans lui redire, écoute, moi j'ai besoin. Alors, les faux délais, ça, j'en abuse.
Et devine pas que c'est un faux délai parce Non. que... Non, bravo, t'es forte alors. Non. Des faux délais, ou alors je mets quand il me donne une date, je la multiplie par 2, quoi. Enfin, il me donne 10 jours, je sais que ça va être 20, donc je vais caler tout, je leur dis rien à eux, je les maintiens sur 10 jours, puis derrière, par contre, je vais communiquer à un client ou à un autre membre d'équipe en disant, non, mais attends, là, c'est ça le délai, parce que... Excellent. Voilà. C'est bien, voilà. Mais on apprend comme ça, quoi. Exact. Et donc, en fait, on a pu démontrer que, si tu veux, il y a une créativité folle. Et derrière la créativité, il y a l'innovation, si tu veux, pour les entreprises. Il y a une créativité folle qui peut se dégager, qui peut être mise en exergue, qui peut être magnifiée, si tu veux, une fois qu'on a en fait un peu fait le ménage et puis décidé de comment travailler ensemble. Et puis, alors ces règles, elles sont pas écrites dans le marbre, c'est vivant. Il faut peut-être constamment les revoir. Et puis des petites choses aussi comme je sais pas, décider de déjeuner une fois par mois ensemble, ou tous les lundis on boit le café, ou le vendredi soir on fait un happy hour. Ça fait partie aussi des petits rituels des équipes qui fait que voilà. Alors est-ce que tu travailles par hasard avec des coéquipiers, on va dire, à distance? Qui sont dans d'autres pays. Dans d'autres pays, enfin, j'ai des partenaires. Moi, je travaille avec un réseau de partenaires qui sont dans d'autres pays. Donc là, on n'est pas forcément de la même entreprise en plus, et effectivement, ils sont dans d'autres pays. Bon, ça reste l'Europe, donc ça reste quand même assez proche, mais n'empêche qu'on voit les différences quand même culturelles et d'habitude de certains pays. Oui, mais je veux dire, parfois la collaboration se fait comme ça, par Skype ou par vidéo. Et là, c'est aussi pas facile. C'est vraiment pas facile. Là, effectivement, tout ce que je t'ai raconté, en somme, c'est vrai que on le fait surtout pour les équipes en face à face. Il faudrait que l'équipe puisse se voir quand même de temps en temps, parce que c'est vrai que si tu es... Alors après, évidemment, maintenant, les formes d'organisation nous demandent de collaborer ainsi. Donc on s'adapte et on le fait, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile non plus de... Mais par le passé, j'étais dans une autre entreprise où on était répartis partout en Europe. Et on avait quand même des points où c'était obligatoire de se voir. Un kick-off, c'était obligatoirement en présentiel. Voilà. Avant ou après, on allait dîner ensemble, on faisait des jeux, on avait du team building. C'était sur les grosses équipes avec des gros projets qui allaient durer 6, 8, 10 mois. C'était mais obligatoire, quoi. Et on avait comme ça des étapes tous les X semaines ou mois, où même si toute la semaine on travaillait avec des Skype ou autres, ben là on allait se voir. Voilà. Non, je crois que c'est impératif. Ça aussi, bon, là c'est plutôt si tu veux, tout le savoir qu'on a à la fois pratique et théorique sur la communication et les émotions. Là, on sait que on a besoin de se voir, on a besoin d'interagir. SCP Europe, on a les mêmes défis puisqu'on est sur 5 campus, et on a souvent des vidéoconférences des visioconférences avec nos collègues des différents campus, et c'est vrai que l'interaction est pas toujours aussi fluide en fait, c'est ça, à travers un média que... Et si on applique ça dans une entreprise, ça veut dire qu'on pourrait demander dans une entreprise à faire un peu cette cartographie des profils des membres d'un groupe projet, ou comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Parce que moi, c'est-à-dire, je peux dire à tout le monde, moi je suis ENFJ, ça va leur faire une belle journée. Oui, tout à fait. Alors évidemment, bon, après la tentation est de dire, bon allez, on passe tout le monde... Alors certaines entreprises le font. Après, il faut évidemment que ce soit... C'est toujours... il faut que ça fasse partie d'un projet collectif, si tu veux, parce que ça peut aussi être mal vécu, mal perçu, ou si c'est mené par les RH, on va se dire ouh là là, c'est une façon de nous mesurer ou de nous évaluer, voilà. Donc par contre, si c'est vraiment gardé dans cet esprit plutôt de team building et d'outils de communication, oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, puisque j'ai tu vois des centaines
de managers que j'ai eu en classe, de temps en temps j'ai des feedbacks, donc c'est sympa. Je sais que les gens l'utilisent et puis tu peux l'utiliser